Il y a une Si question on de a ressources. 10 loisirs, on a envie de prendre du temps partout, on a envie de jouer au tennis, on a envie d'aller avec les potes, sortir le samedi soir. Ouais, c'est vrai que c'est cool, mais en fait, on fait tout à moitié. Et se dire, là, je m'investis dans ce projet parce que je prends un coach, je veux m'entraîner, je veux le faire bien. Peut-être que c'est l'occasion de se dire, en fait, il n'y a que 24 heures dans une journée. Salut à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Fred Belot pour parler d'un sujet vraiment assez précis sur cette saison, préparer son premier 73, qui sont les 5 règles d'or de l'entraînement. Pour commencer Fred, est-ce que tu as bien révisé cet épisode ? Ouais, carrément. Je pense que ça, c'est mon domaine. L'entraînement, ça me plaît, ça me passionne beaucoup. Et évidemment, on le sait, pour réussir son objectif, il faut s'entraîner. Donc, sujet important. Ah ça c'est sûr, c'est un sujet important et on va essayer d'aller chercher tous ces sujets-là. Je rappelle à nos auditeurs quand même pourquoi on est amené à collaborer ensemble, partager notre passion avec eux. Ancien triathlète professionnel, tu as fait tes preuves au plus haut niveau. Désormais, tu mets toute ton expérience un petit peu, j'ai envie de dire, au service des athlètes, des triathlètes aussi, avec 2 projets que tu as cofondés, My Tribe Coaching et I Do Sport. Pour commencer, Fred, j'ai envie de profiter de cette expérience que tu as pour te dire, est-ce qu'il y a vraiment des règles finalement à respecter pour préparer un Alpha Ironman ? Oui, je pense que malgré tout, même si on est dans un objectif de plaisir, d'accomplissement et que quand on se lance sur un triathlon, on est plutôt en mode waouh, ça va être dur, ça va être génial. On pense surtout à la fin en fait du trajet et du voyage. Malgré tout, pour que le voyage se passe bien, il y a quand même des règles à respecter et on sait que l'entraînement, même si c'est pas une science exacte, il y a quand même des règles de base et après on module un petit peu en fonction des individus. En introduction de ce podcast, je tiens à le rappeler à nos auditeurs et auditrices, on est parti nous sur 5 règles. Dieu sait qu'on a longtemps débattu, j'en avais trouvé 5, t'en avais trouvé 5 et je pense que Charlotte nous en a trouvé encore 5 autres. Mais bon, on va partir sur un constat de 5 règles qu'on va essayer de partager et développer. Mais voilà, il y a toute une question de prise de recul aussi où mon point 1 peut être potentiellement des fois ton point 2. Mais on va essayer de comprendre tout ça. Et pour commencer, Fred, tu en as déjà parlé dans le premier épisode à nos auditeurs, c'est l'aspect progressivité. Il signifie quoi ce terme dans l'entraînement ? En fait, tout simplement, pour comprendre la progressivité, il faut se dire que le corps, c'est un mutant. Okay. Et que au départ, quand on se lance dans un objectif sportif, qui plus est un sport d'endurance, qui va nécessiter des adaptations physiologiques qui vont être lentes, il va falloir donc de la patience. Chaque entraînement va transformer ton corps, va l'adapter, va le renforcer à des endroits, va le développer, va l'allonger, va le rendre plus puissant. Et en fait, ça prend du temps. Et il y a des choses qui se font assez rapidement, mais il y a des choses qui prennent du temps. Donc, il faut être patient. Et la progressivité, en fait, ça donne tout simplement du temps à ton corps de se transformer. Parce que sinon, si tu lui donnes une charge d'entraînement, par exemple, sans progressivité, qui est trop élevée d'entrée de jeu, il ne va pas être capable de l'encaisser et tu vas le casser, quoi. C'est vrai que tu le disais en introduction, c'est un sujet passionnant qui nous emmène souvent, nous, au débat. Mais tu vois, je le vois et c'est pour ça que j'essaye de regarder aussi un petit peu ce que tu proposes. Et je vois une courbe, justement, avec Aidou qui image votre application. On voit que, tu vois, elle monte tout doucement et puis parfois elle redescend et puis elle remonte. Finalement, en fait, pourquoi on n'a pas une courbe exponentielle en entraînement ? Est-ce qu'il y a un risque de blessure ? Alors là, on enquille direct sur la 2e règle d'or, enfin la mienne en tout cas, ma 2e règle d'or, c'est l'alternance. On l'a dit, il faut de la progressivité, donc ton corps il change, ok, tu le stimules, il s'adapte, et tu le restimules et se réadapte. Et il y a un moment donné où cette adaptation, elle lui coûte quand même, donc il faut aussi lui laisser le temps de récupérer.
Donc cette alternance, en fait, elle a lieu déjà la nuit, quotidiennement. Il se régénère, il change, il se renforce. Mais aussi, parfois, il faut carrément une longue période de repos, comme une semaine. Okay. Donc le schéma de la courbe dont tu parles, ça pourrait être, par exemple, pendant 3 semaines, on va stimuler, on va développer plusieurs choses. Il y a plein de choses à développer, on va le voir ensuite. Mais pendant 3 semaines, on développe. Et à un moment donné, les 24 heures de repos ou les 12 heures de repos ou les nuits entre les séances que tu fais pendant la semaine, ça ne suffit pas. Il faut aussi une semaine un peu plus light. Et pour compléter, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut parfois une semaine ? C'est aussi parce que tout le monde n'est pas professionnel. Et avec le travail du quotidien, parfois même au niveau logistique, le stress, etc., nécessite des périodes vraiment plus cool. Et ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même un aspect augmentation de volume, être progressif, on l'a dit, c'est vraiment le thème de ce premier sujet. Comment on augmente le volume ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des concepts à mettre en place ? Comment ça se passe ? J'arrive pas trop à le schématiser pour les auditeurs. Alors, il y a des schémas tout faits qui peuvent être suivis. On peut dire qu'on augmente le volume de 30%, mais là, en tant que coach, bon, c'est sorti de ma bouche, mais voilà, c'est les chiffres qu'on peut lire à droite à gauche. Maintenant, vraiment, l'augmentation du volume, en fait, elle se fait en fonction de comment s'est passé les entraînements. Okay. Par exemple, donc, on fait des tests, on discute. Tu me dis, voilà, moi, je suis à 3 heures d'entraînement par semaine. Ok, on part sur 3 heures, ça se passe bien. À quel moment on passe à 3h30, 4 heures, etc. C'est aussi en fonction du ressenti que tu vas me dire suite aux entraînements passés. Okay. Et petit à petit, donc on va augmenter le volume, mais il y a aussi l'augmentation des intensités. Donc ça aussi, c'est pareil. Comment est-ce qu'on augmente les intensités ? Quelle intensité on va travailler ? Tout ça, ça fait partie vraiment de la planification d'entraînement et de la spécificité de l'objectif. Donc on aurait presque pu commencer par là. La spécificité de l'objectif, et c'est aussi une des règles. Ça va très vite, il y a déjà 4 règles qui ont été abordées. Là. Il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est là l'enjeu, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein d'éléments, et nos auditeurs ils l'ont bien compris dans le premier épisode qu'on a déjà enregistré ensemble, c'est que c'est un processus qui est complexe, qu'on essaye nous de leur donner un maximum de valeur et d'expertise sur différents sujets, et c'est pour ça que j'aime échanger avec toi, c'est que tu as tout cet aspect expertise et passion en toi, mais en plus de ça, je le sais parce que j'utilise la plateforme iDo et c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de collaborer avec vous sur cette saison. Tu vois, comment je suis un petit peu cet aspect progressivité une fois que j'utilise l'application ? Est-ce que vous avez mis des choses en place qui me permettent de ne pas me mentir à moi-même, entre guillemets, tu vois, de me dire « Ah ok, je suis vraiment progressif là ». Ouais, moi, je te conseille de regarder déjà un indicateur assez basique, mais qui finalement est très intéressant, c'est les statistiques hebdomadaires. Okay. Statistiques hebdomadaires, ça va prendre la charge hebdomadaire, le volume, donc le temps et le kilométrage. Et ça te permet d'avoir un indicateur non seulement de ta progressivité, mais aussi de ta régularité. Parce que dans une semaine, d'un jour à l'autre, il peut se passer plein de choses suivant ton travail, tes déplacements, tous les podcasts que tu dois tourner à droite à gauche. Des fois, pendant 2 jours, tu peux rien faire. Tu essayes de rattraper un peu le temps perdu. Et finalement, la semaine, elle n'est pas du tout linéaire. Et là, c'est le travail un peu du coach ou de l'athlète qui veut analyser ce qu'il a fait à l'entraînement. C'est faire un bilan à la fin de la semaine. État de fraîcheur mentale, état de fatigue, état de sommeil, charge d'entraînement de la semaine, et là on a des chiffres assez parlants finalement sur ton état le dimanche soir. Et avec les statistiques hebdomadaires, tu peux suivre ça finalement sur on va dire un niveau de fatigue lissé sur 7 jours. Okay. Et donc tu retrouves ces statistiques sous forme de courbe de charge d'entraînement, donc de niveau de fatigue, sur une autre page qui est super intéressante, qui est le monitoring en fait de la charge d'entraînement au quotidien et qui te lisse cette fatigue automatiquement sur 7 jours. Okay. Donc tu as la charge d'entraînement quotidienne qui est indiquée. Malgré tout, la courbe qui est au-dessus, c'est un niveau de fatigue qui est la moyenne des 7 derniers jours. Ok. Et si je prends du recul sur tout ça, tu vois, tu parles de volume, tu parles de, tu vois, comme tu le dis, on voit un volume horaire et des kilométrages.
On a déjà fait d'autres épisodes sur d'autres sujets ensemble, sur par exemple le home trainer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je dois prendre en charge? Par exemple, je suis une semaine en région parisienne, je fais que du home trainer pendant une semaine. Et finalement, j'ai pas du tout le même volume que sur une autre semaine où je roule en extérieur. Est-ce que je dois le prendre en considération dans cette partie progressivité? Ouais, complètement. Donc là, évidemment, c'est là que c'est intéressant d'avoir un peu le détail, par contre, et vraiment de rentrer dans la sensation de l'athlète. Par exemple, pour revenir sur la plateforme iDo et l'application d'entraînement, tu vas me dire j'ai fait que 1 heure de home trainer, mais en ressenti d'effort, en ressenti de difficulté d'entraînement, tu vas me dire c'est le même chiffre, donc de 1 à 10, par exemple, Ok. 4, 5. Et c'est le même chiffre que finalement la séance que tu as fait la semaine dernière et qui a duré 2h30 en extérieur. Ok. Et donc l'application, elle va intégrer que cette séance de home trainer, finalement, même si elle était plus courte, eh ben, elle t'a coûté autant qu'une séance de 2h30 en extérieur pour diverses raisons. Ça peut être déjà le home trainer, tu es en perpétuel mouvement et en perpétuel effort. Il n'y a pas de descente. Aussi, s'il a fait plus chaud, mine de rien, l'adaptation physiologique n'est pas la même. Donc, voilà, c'est une séance plus dure en temps d'effort, en pourcentage de temps d'effort, mais la charge d'entraînement, elle va être la même grâce à ton ressenti d'effort. Et je fais un focus sur ce ressenti d'effort. Ça signifie quoi? Parce que tu vois, là, tu mets une échelle de 1 à 10. Ça représente quoi finalement dans un effort pour essayer de prendre en considération cet aspect-là? Pourquoi je dois mettre une note plutôt autour de 9? Pourquoi autour de 8? Comment ça se passe? Alors, historiquement, l'échelle de Borg, c'était une échelle de difficulté qui allait de 1 à 16 et qui reprenait un petit peu les pulsations cardiaques. Donc, on avait un ressenti de l'intensité qu'on avait mis. Donc, historiquement, cette échelle de 1 à 10, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi, à peu près, comment tu te situes en termes de pulsations cardiaques. Si tu connais ton minimum et ton maximum, à ton avis, tu étais à combien de pulsations cardiaques? Mais l'avantage du RPE, et voilà pourquoi il ne faut pas non plus trop tout expliquer, c'est que ça peut prendre aussi en compte si tu n'étais pas bien ce jour-là, si tu avais un caillou dans la chaussure, si tu avais une ampoule, s'il a fait froid, s'il pleuvait, que c'était difficile ou je dis n'importe quoi, tu n'aimes pas t'entraîner seul et ce jour-là, tu étais allé seul alors que d'habitude tu fais cette séance en groupe. Et ce ressenti de l'intensité, il peut être un peu plus élevé. Donc ça te donne aussi une information sur vraiment l'état de fraîcheur que tu peux ressentir après un entraînement. Okay. Et ça, c'est un outil supplémentaire en plus du cardio que tu peux mettre, de la barre cardio qui va te donner une charge d'entraînement liée aux pulsations cardiaques, mais cette fois c'est très précis. C'est vraiment les pulsations cardiaques. Ou alors avec le capteur de puissance, tu as développé des watts. On a aussi un calcul de charge qui va être fait avec ce calcul de cette accumulation des watts pendant la sortie, suivant différentes zones d'intensité. Et donc on a les watts, on a le cardio et en plus ce ressenti. Donc on arrive à avoir un calcul de charge très précis qui permet de prendre en compte aussi ce petit caillou que tu avais dans la chaussure. Ouais, c'est vrai que finalement, en fait, c'est ce que tu dis, c'est un peu le coût que l'énergie que cette séance nous coûte, et qui finalement, en fonction de certaines conditions, peut être un peu plus conséquente. Et si je dois finir sur cette notion de progressivité, j'ai bien compris qu'il fallait augmenter cette charge d'entraînement. Mais tu vois, je me mets à la place d'un de nos auditeurs avec qui je partageais pour préparer cette saison, qui me disait écoute, moi, j'ai pris l'Ironman de Barcelone pour mon objectif. Donc, tu vois, on peut le ramener à un 73. Mais finalement, au mois de juin, j'ai un gros mois de travail. Et je sais que ça va être très compliqué de m'entraîner. Est-ce qu'on parle de progressivité quand il va mettre un bloc d'entraînement, il va arrêter de s'entraîner pendant un mois et il va reprendre? Ou alors, toi, ton positionnement sur cette partie progressivité, c'est plutôt de maintenir un volume au fur et à mesure et le prendre en considération ce mois de juin qui va être plus complexe? Oui, là on tape vraiment dans la régularité. Okay. Et donc on voit les limites aussi de la pratique amateur, c'est qu'elle s'adapte aussi au quotidien de l'athlète. Donc il faut adapter un petit peu en fonction. Et l'idée, c'est d'être le plus régulier possible, le plus progressif possible.
Et là, on a pour le coup un blocage, un point noir dans la préparation. Mais comme on le sait à l'avance, on va essayer d'adapter. Malgré tout, il faut aussi jouer un petit peu avec les curseurs pour faire rentrer des ronds dans des carrés. Quand l'idéal serait d'être le plus régulier possible et qu'on a un mois où on ne va pas pouvoir s'entraîner, on peut jouer avec ça en, par exemple, essayant de faire un peu plus de volume en vélo les mois précédents. Ok. Et le mois où l'organisation est plus compliquée, on va faire un peu plus de course à pied, par exemple, parce que c'est plus facile à caser dans l'emploi du temps. En tout cas, il y a un espèce de jeu de curseur à faire en tant que coach pour adapter la préparation au quotidien de l'athlète. C'est parfait ce que tu me dis parce que tu me fais une nouvelle fois la transition sur ce que j'appelle moi la deuxième règle, qui est cet équilibre entre les deux disciplines. Pourquoi ça fait sens? Parce que là tu me dis bah voilà, on va charger du vélo et potentiellement de la course à pied face à ces contraintes. Une question que j'ai envie de te poser, c'est de me dire est-ce que je dois faire un focus sur un sport, par exemple de janvier au mois d'avril, bah, je fais que de la natation. Est-ce que ça c'est une bonne stratégie dans une préparation à un 73? En fait, presque, on pourrait dire, il n'y a jamais de mauvaise stratégie. Le tout, c'est de savoir pourquoi on le fait et de comprendre pourquoi on le fait. Une fois que tu as dit ça, tu dis, ok, donc ça veut dire que je peux tout faire et n'importe quoi. C'est pas vrai non plus. L'idée dans ce que je viens de dire, c'est de se dire, si tu me dis, je veux faire beaucoup de natation au mois de janvier parce que j'ai des grosses lacunes et que j'ai une opportunité, par exemple, je pars en stage, il y a une super piscine, il faut aussi savoir tirer profit des situations. Et donc, il y a une belle piscine, je suis disponible, je peux pas emmener mon vélo. Bon, bah, je vais pas te dire non, c'est pas la bonne période pour travailler la natation. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, on s'adapte au contexte. Là, tu as une opportunité, on va faire un max de natation. Ça peut avoir des côtés bénéfiques parce que on va du coup placer un objectif de développement musculaire sur le haut du corps pendant cette période. On va travailler la technique, on va éventuellement ajouter un peu de spécificité avec la combi, si tu as la possibilité de beaucoup nager à cette période, alors que normalement, la spécificité, c'est proche de la course. Ouais. Mais voilà, il y a les grandes règles qu'on est en train d'énumérer, et après, il y a l'adaptation de toutes ces règles au terrain. Et là, il faut avoir compris pourquoi on fait les choses, parce que si on applique juste les règles sans trop savoir pourquoi, bon bah des fois on se retrouve un peu bloqué. Ah, mais tu vois, c'est très frustrant parce que je me rappelle de ma préparation à mon premier 73 par exemple, et je ne savais vraiment pas comment équilibrer les sports. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter à nos auditeurs, même si j'imagine il y a plusieurs conditions, mais je me rappelle très bien et je la remercie encore d'un rendez-vous avec une nutritionniste parce que tu vois, la nutrition, c'était un sujet qui m'intéressait. Et je lui avais présenté ma planif avec 3 séances de muscu et finalement j'avais que un vélo dans la semaine. Elle me dit là, je pense qu'il y a un problème dans ton volume, faut que tu consultes un coach. Toi, c'est quoi un petit peu le conseil que tu donnes tu vois, quand on vient pas de ce sport, le triathlon, on sait jamais combien on doit s'entraîner en natation, en course à pied, en vélo. C'est quoi un petit peu la petite base pour aller préparer son premier 73, hein, bien sûr. Ouais, bah, la répartition, pour faire une image qui puisse parler un peu à tout le monde, c'est à peu près entre 6-7 heures d'entraînement et pour ceux qui peuvent 14 heures, 13-14 heures. À savoir que parfois, 14 heures, on s'en sent complètement impossible, mais avec la progressivité et en réfléchissant un petit peu, en mettant son projet sportif en priorité, on arrive à trouver 40 minutes de footing le matin, 1 heure de home trainer le soir, le week-end, les sorties un peu plus longues. Et finalement, on se disait, non, moi je peux faire du sport que 3 fois par semaine. Et ouais. Et en fait, quand on met son projet sportif en priorité, pendant une période, on peut se dire, ok, j'enlève des choses, je pousse un peu les murs, j'installe mes entraînements en priorité dans mon agenda et j'arrive finalement à 7, 8, 9, 10, et puis après on monte un peu, 12, 13. Je dis pas il faut faire 14 heures dès la première semaine, mais en tout cas, augmenter le volume progressivement en essayant de trouver des trous dans son agenda. Et la répartition, puisque tu me le demandais, c'était à peu près 2 séances de natation, 3 séances de vélo et 3-4 séances de course à pied. Ça me paraît être un bon
bon gros objectif, hein. Évidemment, là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent mais attends, il m'a pris pour qui lui? Il est au courant que j'ai une famille, un boulot, etc. Mais on trouve des petites cases des fois et là, je donne vraiment l'idéal pour être sûr que son triathlon distance L, il se passe à la perfection et qu'on arrive bien. Voilà, ça c'est l'idéal. Mais après, on réduit un peu la voilure si on n'a pas le temps, évidemment. Ouais, c'est ça, bah, on en parlera aussi, c'est toute une partie fixation d'objectifs, parce que, comme tu le dis, dans cette notion d'idéal, moi, ce que j'entends, c'est aussi une notion de plaisir. Il n'y a rien de mieux que de faire une course et de la vivre de la bonne des façons. C'est un petit peu aussi notre ambition à tous les deux. Et je ressens vraiment cet aspect planification. Finalement, tu dis, voilà, on peut trouver des petits blocs à droite, à gauche. Moi, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai changé qui me disait bah, finalement, moi, le triathlon en semaine, c'est très compliqué. Là, tu vois, je me dis, il se fait un raccourci, il se dit ouais, il faut que je fasse 14 heures. Il a que le samedi, dimanche de disponible. Est-ce que c'est une bonne idée de se dire je vais aller me mettre les 14 heures ici ou alors, justement, c'est plus judicieux d'aller se libérer des créneaux dans la semaine d'un point de vue vraiment sportif? Bah, en fait, non, c'est pas une bonne idée. Et encore une fois, les règles, on l'a dit, c'est la régularité. Donc, la régularité sur la semaine, sur le mois, sur les 6 mois, sur les 12 mois, etc. Et avoir un niveau de sollicitation, en fait, pour le corps qui est régulier, ça lui permet aussi d'avoir le temps de récupérer un petit peu à chaque fois. Donc, petite sollicitation, petite récupération, et on continue. Ça, c'est l'idéal. Ok. Après, le terrain, c'est quoi? C'est que ce que tu viens de me décrire, c'est la plupart des gens avec des semaines très chargées et des week-ends plutôt dispo. Donc, on va encore une fois utiliser les points forts de son agenda, les trous, et essayer donc d'avoir quelque chose qui ressemble à une sollicitation quand même acceptable pour son corps, pour son niveau d'expérience, et lui permettre de récupérer. Maintenant, bon, là, limite, je pousse un coup de gueule, mais je sais que c'est pas évident de trouver du temps quand on a une vie de famille et un travail hyper prenant. Maintenant, le triathlon, ça peut être aussi se dire c'est une priorité pour moi. Donc pendant 3 mois, je vais supprimer des choses. Parce que en fait, moi, en tant que coach aussi, des fois, j'entends des athlètes qui me disent ben là, j'ai pas le temps. Parce que, en fait, à la fin de la journée, tu dis, mais il veut faire un tennis de temps en temps. Et puis, après, il regarde des séries le soir, machin, sur Netflix ou quoi. Le matin, voilà, il prend son temps. Le travail, ok. La famille, ok. Mais à un moment donné, Il y a une si question on de a ressources. 10 loisirs, on a envie de prendre du temps partout, on a envie de jouer au tennis, on a envie d'aller avec les potes, sortir le samedi soir. Ouais, c'est vrai que c'est cool, mais en fait, on fait tout à moitié. Et se dire, là, je m'investis dans ce projet parce que je prends un coach, je veux m'entraîner, je veux le faire bien. Peut-être que c'est l'occasion de se dire, en fait, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, non, mais à un moment donné, c'est aussi le discours qu'il faut tenir en tant que coach, se dire, c'est dommage de s'investir dans une préparation, mais de ne pas vouloir enlever le petit padel tennis avec les copains du mercredi parce que c'est vrai que c'est cool. Et la série tous les soirs parce que moi j'ai besoin de décompresser, ça me fait penser à autre chose. Et ouais, mais du coup, forcément, c'est du temps. Et ouais. Tu vas pas passer à t'entraîner. Et c'est dommage parce que peut-être que pendant 3 mois, tu pourrais mettre pas mal de choses de côté qui sont pas vitales, entre guillemets. Et comme ça, au moins, tu arriveras en bonne condition à ton tri, plutôt que de vouloir tout faire. Et puis le jour de la course, c'est là que tu vas souffrir, en fait. C'est là que tu vas payer un petit peu ton manque de priorisation. Et ouais. Je sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris, quoi. Ouais, mais c'est ça. En fait, je me rends compte que ça rejoint vachement le premier épisode, mais c'est toujours quelque chose qui est très dur à mettre en place parce que si je dois justement prendre l'exemple de cette stratégie on va dire, de mettre en place des choses, toi, on ressent que c'est un petit peu ton point de vue coach ou même point de vue athlète. Des fois, c'est très dur cette gestion-là, tu vois. Cette frustration de se dire, voilà, mon objectif, il est là. Et tu vois, il n'y a pas de prise en considération en face de tout ce qu'il faut mettre en place. Donc, si on veut parler de vraiment quelqu'un qui prépare son premier 73, en termes de durée, en termes de temps, c'est combien de mois avant à peu près qu'il doit s'y prendre sur cette partie entraînement?
Bah, c'est une super question. En fait, ça rejoint un petit peu la mise en place des règles qu'on a abordées. En fait, si on veut de la progressivité, laisser le temps à son corps d'arriver à ces 6, 7, 8, 9, 10 heures d'entraînement, il faut remonter, en fait, faut se fixer l'objectif et remonter en arrière à l'instant présent. Et donc, plutôt au moins on a d'expérience, Ouais. et au plus longue devra être la préparation. Sinon, le risque, c'est de se précipiter et de se blesser ou d'être en surentraînement, de ne pas respecter son corps, de ne pas respecter les périodes de repos. Après, je dis tout ça, et à la fois, on est là, on voit le calendrier, on a vu une course à la télé où on voit les copains, ou alors on fait un apéro avec les copains, et là, bim, allez, que de la gueule, on fait le triathlon L qui a lieu dans 4 mois. Ouais. Et en fait, on n'a jamais vraiment fait de sport d'endurance. Ok, ça c'est aussi une configuration que je dois gérer en tant que coach, Ouais. et que je vois souvent, et on y arrive quand même, mais c'est vrai que c'est moins idéal, mais on y arrive. En fait, il faut être encore plus à l'écoute des sensations et pousser un petit peu les curseurs plus que ce qu'on voudrait faire. Et en fait, en fonction des retours de l'athlète, et ben, là on dit waouh, je suis quand même allé un peu fort, et puis après on suit la progression. Ouais, c'est vrai qu'il y a faire et faire parce que tout part de, comme on le dit, faire son premier 73 et puis il y a faire son premier 73 et on en parlera tous les deux. C'est un sujet qu'on avait aussi en off, qu'on va partager à nos auditeurs, mais des fois on entend des fixations de temps, des fixations d'objectifs qui sont au final dépendants de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, on reviendra dessus sur la dernière partie, un petit peu ma dernière règle qui est la fixation d'objectifs. Euh, Si on parle de la troisième règle qui est vraiment la spécificité de l'entraînement, tu vois, si on prend l'exemple d'un format S, finalement, les entraînements sont un peu plus courts, etc. Là, concrètement, c'est quoi un petit peu les particularités quand on commence à passer sur du longue distance comme ça, sur une des disciplines, par exemple? Tout ça, en fait, quand on part avec un minimum d'expérience dans les sports d'endurance, ça va nécessiter en fait plus de temps. Donc, il faut peut-être monter sur 6-12 mois de préparation. Donc, du coup, voilà, il faut prendre en considération que le contexte est un effort d'à peu près 6-7 heures, hein, pour les débutants. Donc, comment on se prépare à un effort de 6-7 heures? Il va falloir s'entraîner quand même aussi avec un bon volume. Il va falloir de la patience, et il va falloir aussi de la persévérance, de la motivation sur le long terme pour être régulier. Et tout ça, c'est vraiment contexte dépendant. Ça aussi, c'est une des règles importantes, c'est de tout ramener au contexte et se dire qu'est-ce qu'on prépare comme objectif, combien de temps ça va durer, quelle est la spécificité du parcours, de la météo, le lieu aussi pour aller sur la course. En fait, tout ça, presque, ça fait partie de la préparation. Est-ce que c'est plutôt plat, ou est-ce qu'il y a des bosses en vélo? Et ça rejoint vraiment ce temps d'effort qui répond à ta question, et de se dire, pour préparer un triathlon L, il faut vraiment que je rentre dans la spécificité de la course et de mon profil pour savoir ce que je dois mettre en place. Et si je me base justement sur ce premier sport, la natation, qui fait généralement peur pour la majorité de nos auditeurs, en général, c'est les retours qu'on a. Euh, Cet aspect natation, on peut savoir nager en bassin, on peut passer beaucoup d'entraînement justement à la piscine, mais tu vois, la partie eau libre, c'est quoi les spécificités à prendre en compte? Est-ce que finalement, si je sais faire un 1900 mètres en bassin en m'arrêtant tous les 50 mètres, j'ai pas grand-chose à mettre en place pour faire la bascule en eau libre? C'est quoi un petit peu l'approche de ce sport pour la compétition? Ouais, c'est vrai que la natation en triathlon est un gros point d'intérêt, où on va porter son attention sur le côté spécifique. Parce que on nage beaucoup en piscine quand on s'entraîne. Et quand on veut, en fin de prépa, par exemple, donc les 3 derniers mois, par exemple, hein, donc si on s'y est pris bien à l'avance et qu'on a suivi les conseils, qu'on a d'abord développé la partie générale et le renforcement musculaire, etc. Quand on arrive dans le spécifique, on continue de nager en piscine. Et donc, il faut inclure de temps en temps, si possible, des nages en eau libre et en combinaison néoprène. Parce que nager en combi néoprène, déjà, c'est particulier. On se sent un petit peu à l'étroit.
y a un peu de compression au niveau des épaules, donc c'est compliqué. Et puis il n'y a plus de culbute pour faire une petite pause ou de pause à l'arrivée du bassin, tous les 25 mètres ou tous les 50 mètres quand on nage en piscine. Mine de rien, même quand on nage bien, on fait une petite culbute, on repart. C'est un micro temps de pause. Et si on n'a pas l'habitude de faire les culbutes, c'est carrément je touche le mur, je discute un peu avec les copains, je repars. Bon, bah ça, en eau libre, c'est fini. Et mine de rien, ça change la donne au niveau musculaire. Il n'y a pas de temps de pause, donc c'est beaucoup plus dur. Donc entre la combi, l'absence de temps de pause et l'orientation aussi, parce qu'il n'y a plus la ligne d'eau au fond de l'eau, on a pas mal de changements entre les situations d'entraînement et les situations de course. Donc, on essaye de reproduire les situations de course à l'entraînement avec, par exemple, une natation en eau libre où on va travailler sur la trajectoire et avec une combi, quoi. Ok. Et on se rend compte que c'est quand même un élément assez particulier à préparer quand même la natation, parce que chose qu'on ne peut pas spécialement reproduire, c'est cette masse qui est présente avec nous. Donc c'est vrai que c'est un sujet complexe, mais on comprend bien tout ce qui vient l'entourer. Si je fais un focus sur la partie vélo, est-ce qu'il y a une augmentation du volume pour quelqu'un qui vient du format S et qui se dit voilà, je veux faire un Alpha Ironman? Est-ce qu'il y a une prise en considération de ça, les séances vélo parce que tu vois, ça peut être simple pour quelqu'un de faire 2 fois 1 heure et demie de vélo dans la semaine, mais plus compliqué de trouver un créneau, on va dire, plus conséquent. Est-ce qu'il y a des séances un peu particulières en vélo pour préparer un 73? Ben ouais, c'est vrai que pour le 73, puisqu'on est vraiment sur la règle d'or de la spécificité, si on compare par exemple à un triathlon S ou M, pour ceux qui ont déjà fait un triathlon S ou M, on est quand même sur 90 km. Donc il y a un focus à faire sur vraiment l'endurance. Par exemple, un S ou un M, donc 20 ou 40 km, on va dire que même si on arrive un peu la fleur au fusil et qu'on n'a pas pu faire de sorties longues avant à l'entraînement en vélo et qu'on a fait beaucoup de home trainer, pour reprendre ton exemple, par exemple, ça va passer. Ça va passer, on va bien gérer son allure, ça va passer. 90, ça commence à être un peu plus touchy. On peut passer quand même beaucoup d'heures sur le vélo, donc il y a des choses à mettre en place qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire. Par exemple, l'alimentation, la gestion des allures. Si on part trop vite en vélo, ça va être très compliqué à la fin. L'alimentation, si on oublie de manger régulièrement, c'est pareil. Là, ça va être compliqué. Donc, encore une fois, quand même, il va falloir passer, mon conseil, il va falloir passer par des sorties un peu plus longues, quitte à aller faire le week-end. Mais à un moment donné, ça reste très important. Après, bien sûr, il n'y a pas que de l'endurance. Si on veut être un peu plus performant sur un triathlon L, on peut se permettre de travailler le renforcement musculaire en vélo, travailler aussi l'intervalle training en haute intensité pour développer sa puissance. On peut, voilà, il y a tout qui est important, hein, le gainage aussi. Mais quand même, si il y a un truc à retenir et qu'on a finalement peu d'expérience, il faut quand même essayer d'avoir une sortie longue de 3-4 heures, ce serait bien, en y allant progressif. Hein. Ouais. Mais au moins se dire, tous les week-ends, j'augmente mon volume progressivement pour un jour essayer d'atteindre les 3-4 heures de vélo, même si j'y vais cool, mais au moins je sais ce que c'est, quoi. Tu as abordé un sujet qui est assez sensible, les zones. On pourrait en faire un épisode de 1 heure, encore une fois. Et d'ailleurs, on va aller traiter ce sujet-là, de cibler ces allures et ces zones, justement, qui se cachent derrière pour la course. Mais une des questions que j'ai envie de te poser, sans qu'on rentre trop dans le détail, justement, sur cette partie-là qu'on va traiter après, mais tu vois, j'ai échangé avec des gens qui me disaient, en fait, moi, j'ai pas envie de préparer un 73 parce que ça va me manquer de faire de la haute intensité à l'entraînement. Et du coup, une question que j'ai envie de te poser, qui n'est pas anodine, c'est est-ce que finalement, quand je m'entraîne pour un 73, je fais que de l'allure 73 sur tout le bloc d'entraînement? Alors là, c'est vraiment une question liée à la stratégie de planification d'entraînement. Et il y a énormément de stratégies différentes à avoir. Une qui a fait ses preuves, c'est vrai que c'est la planification d'entraînement polarisée qui consiste à faire une grosse base en endurance, mais aussi de la haute intensité. Donc pour répondre à ta question, là, on a de toute façon des séances d'intensité. Et ça marche très bien pour les sports d'endurance. Donc c'est pas parce qu'on fait que
un triathlon sur un temps d'effort donné, qu'il faut absolument ne travailler que cette allure-là, à savoir l'endurance ou la Z3, donc un peu au-dessus de l'endurance. On peut aussi carrément faire, et c'est même conseillé, de faire de la haute intensité avec des intervalles training, soit du fractionné où on va travailler, c'est vrai, l'allure de course, mais on a aussi des intervalles plus courts où on va développer la puissance, donc ce qu'on appelle la PMA, le travail au seuil aussi, le travail de bosse. Tout ça, c'est intéressant et ça va permettre de développer plein de choses. En fait, comme tu le dis, on pourrait faire un épisode rien que là-dessus, mais toutes ces séances d'intensité, elles vont servir à développer toutes les intensités qu'il y a en dessous. Donc, elles vont aussi servir à améliorer ton intensité de course qui est un petit peu inférieure. Et tu vois, Fred, depuis tout à l'heure, on parle planification, entraînement, progressivité, et on se rend compte que finalement, il y a de l'effort physique qui se cache derrière tout ça, dans tous les termes qu'on utilise sur ces 3 premières règles. Et la 4e, qui, comme ça, paraît un petit peu paradoxale, qui est la règle de la récupération. Tu l'as un petit peu dit, c'est quand même assez important. Tu vois, la première question que j'ai envie de te poser, c'est... moi, je suis utilisateur de l'application Haidou et tous les matins, je dois remplir justement comment j'ai dormi, comment je me sens, etc. Donc, je me dis, il y a quand même un impact peut-être derrière. C'est quoi déjà un petit peu tout ce concept-là que tu viens chercher, toi, sur la partie récupération ? C'est vrai que la récupération, c'est vraiment une clé de l'entraînement. Déjà parce que elle fait référence à toutes les autres. Quand on parle de régularité, pour être régulier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut récupérer pour pouvoir se réentraîner le lendemain et la semaine suivante, et etc. Si tu récupères mal, tu ne peux pas être régulier. La récupération, elle va aussi dans la progressivité, puisque si tu veux augmenter ton volume, augmenter l'intensité progressivement, il faut aussi avoir bien récupéré. Et la récupération, qui est donc si importante que ça, elle passe par le sommeil, l'alimentation, des phases de repos mental aussi, où on va un peu déconnecter et sortir un peu du stress du quotidien. Et après, il y a aussi tout ce que tu peux remplir sur Haidou, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a le sommeil, il y a aussi les sensations de contracture musculaire, courbature musculaire. Donc, de 1 à 5, comment tu te sens avant la séance ? Est-ce que tu es plutôt courbaturé de la veille, si tu as fait une séance d'intensité, par exemple ? Ou est-ce que vraiment tu as les jambes fraîches, nickel, et tu es prêt à envoyer vraiment encore une grosse séance d'intensité ? Après, il y a le stress extra-sportif, donc que tu peux notifier aussi de 1 à 5. Et là, clairement, je mets un gros point d'importance là-dessus, surtout pour les amateurs. On peut être surentraîné avec 5 heures d'entraînement si, en surmenage, en fait, si au boulot ou dans sa vie perso, on est hyper stressé. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de le spécifier sur Haidou, et c'est du déclaratif, parce que même si une montre peut mesurer beaucoup de choses, le déclaratif, c'est vraiment un ressenti. Et sur ces niveaux de courbature, stress extrasportif, niveau de sommeil, je pense que c'est important aussi que l'athlète fasse appel à son ressenti pour développer un petit peu sa sensibilité, et aussi qu'il déclare vraiment ce qu'il ressent, plutôt que ce soit uniquement des chiffres qui sont calculés à partir d'un algorithme, etc. Ça donne vraiment une donnée très précise sur l'état de fraîcheur mentale et physique de l'athlète. On ressent vraiment que la récupération, comme tu le dis, j'ai bien aimé l'introduction de ta réponse, c'est vraiment, ça reprend, on va dire, les règles d'avant, mais tu vois, en même temps, moi je me dis, on a la 4e règle, les 3 règles d'avant, c'est s'entraîner, mettre tout en place du temps, justement, pour progresser, etc. Et je pense qu'on a tous un petit peu ce biais au début de se dire, finalement, j'ai du temps pour m'entraîner. Est-ce que c'est intéressant de se dire, la récupération, je la mets de côté, et finalement, là, je vais aller me mettre encore 1 heure de vélo, parce que comme ça, c'est 1 heure de prise, et puis c'est quelque chose de fait, quoi. Et après, c'est assez subtil. Je sais que dans ta réponse, tu t'attends à ce que je te dise, non, hein, il faut récupérer, donc il faut pas aller rouler. Et à la fois, quand tu gères bien tes intensités et que tu joues avec les curseurs de charge d'entraînement pour calculer à quel moment tu vas stresser vraiment fort ton organisme et à quel moment tu vas plutôt faire de l'endurance pour accumuler du volume, tu peux aussi quand même aller t'entraîner plus
parce que tu vas faire de la basse intensité. Et la basse intensité, ça sert aussi dans l'entraînement. Donc c'est vrai que c'est pas de la récupération, mais c'est un entraînement qui va quand même beaucoup moins solliciter l'organisme, créer beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de marques dans les muscles. Et donc, parfois, même pour se dire il faut récupérer, mais j'ai un créneau, ça peut être intéressant malgré tout d'aller rajouter 1 heure de home trainer en tournant les jambes ou 50 minutes de footing à X km/h, entre guillemets, bouche fermée. Ouais. Mais au moins en faisant un petit peu de volume. Donc je rajoute un peu de volume, mais je sollicite peu mon organisme. Ouais, c'est toute une question de ressenti. Et quand j'entends ça, j'entends récupération. Tu vois, tu parles de 50 minutes de footing vraiment tranquille. Ça me fait penser à cette notion de jour off. Finalement, quand on prend les bases que tu nous disais, 10-14 heures, si on peut les caler dans la semaine, est-ce que c'est intéressant de caler un jour off dans cette préparation? Moi, c'était vraiment une question que je me posais au début, de se dire, est-ce qu'il y a un jour où je fais pas de sport ou justement j'étale vraiment tout sur la semaine? C'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là? En fait, le jour off, il te permet on va dire, mentalement, de te dire s'il y a une séance que je peux pas faire en début de semaine, j'ai ma petite soupape. Je peux déplacer un peu les séances, même si évidemment c'est pas conseillé, mais mentalement, avoir un jour off dans la semaine quand tu as une vie professionnelle assez chargée ou une vie familiale assez chargée, ça te permet un peu de placer ce jour off à un jour où elle est compliquée la journée pour toi. Donc pour toi c'est compliqué, tu as du mal à t'organiser et à tout faire rentrer, tu vas te dire bon ok cool, j'ai un jour off, je suis un peu décontracté par rapport à mon programme, je sais que je peux m'organiser. Et sûrement que ce jour off va te permettre aussi d'avoir une journée un peu plus chargée à un moment donné et de se dire c'est là que je vais mettre les entraînements un peu plus longs, éventuellement les enchaînements vélo-course à pied, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi à l'entraînement. Donc ça permet de casser un peu le rythme aussi. Hein. Il y a une des règles qui est l'alternance. Ouais. On ne peut pas toutes les citer, mais il y a aussi l'alternance. L'alternance, c'est sollicitation-récupération, donc on y est un peu dedans quand même. C'est ça. Et ce jour off, il permet de récupérer. Après, moi, perso, je me dirais que, on va dresser un tableau idéal. Donc, je suis amateur, mais j'ai 24 heures pour m'entraîner par jour, 7 jours sur 7. Le niveau de sollicitation idéal, on va le diviser en 7 plutôt qu'en 6. Comme ça, j'ai une dose de récupération qui est linéaire et qui me permet de récupérer mentalement, récupérer physiquement, musculairement, tous les jours un petit peu. Et sur le très long terme, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus linéaire. Tu mets une journée off au milieu, forcément, et une journée un peu plus dure à un autre moment. Le risque, c'est que la journée où tu vas faire une sortie longue et justement placer les enchaînements et machin en te disant « ouais, mais j'ai un jour off, donc là, allez, je charge », bah peut-être que tu vas avoir du mal à récupérer de cette journée. Okay. Donc, si tu n'as pas le choix, bien sûr, jour off, ça fait du bien, ça fait plaisir. Si tu as le choix de ne pas en placer, bah, autant être ultra régulier et avoir un niveau de sollicitation relativement homogène sur les 7 jours. On se rend compte que, comme tu nous le dis à chaque fois, c'est très individuel, ça dépend de toutes les contraintes. Et c'est vrai que les contraintes de nos amateurs, c'est là aussi super intéressant, c'est que tu dis que le stress généré par le sport, il y a aussi le stress généré par la vie. Enfin, on pense, et je pense que si on interviewait chaque auditeur, ça serait un long travail d'ailleurs, on pourra y penser, mais on voit que je pense que tout le monde aura une vie totalement différente et des contraintes aussi différentes. Je voulais finir sur la dernière règle qui pour moi est tester, ajuster et répéter. Tu vois, de se dire finalement, quelle est l'importance de venir tester son matériel avant et de venir répéter un petit peu les notions d'enchaînement, comme tu pouvais le dire. Est-ce que toi, tu vois une importance sur ces sujets-là? Ouais, en fait, dans tester, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà évaluer son niveau, donc carrément, ça pourrait être la première règle. Et on n'en a pas trop parlé, mais quand on parle d'entraînement, avant chaque préparation, notamment dans les programmes I-Do ou en tant que coach, nous, le premier truc qu'on fait, après avoir étudié le contexte de l'athlète et de la compétition, c'est de tester le niveau. Donc, évaluer les zones d'intensité avec des tests physio. Ça peut être soit des tests en labo, soit des tests de terrain. Et donc, quand tu dis évaluer, tester, c'est aussi évaluer le niveau de l'athlète pour définir les zones d'intensité.
Ensuite, dans tester, il y a aussi tester tout ce qu'on va utiliser à en compète. Ok. Donc le matériel, la nutrition, la stratégie, la zone d'intensité. Et donc là, on rejoint la notion de spécificité. Et il faut vraiment se dire, OK, c'est quoi cette compète? À quelle allure je vais aller? D'après les tests que j'ai faits, je peux faire la course à telle allure. Donc il faut que je mange autant de produits énergétiques. Tout ça, il faut le tester à l'entraînement. Donc je teste la position sur le vélo, je teste les produits énergétiques, je teste la zone d'intensité de la compète pour pouvoir les maîtriser. Et tout ça, c'est plutôt conseillé de le faire au plus proche de la course, mais sur une préparation raccourcie, en fait, on va faire beaucoup de spécifiques. Et ça va permettre de bien connaître, d'avoir testé le matériel, les stratégies, les zones d'intensité et tout ce qu'on va mettre en place le jour de la course. Et c'est vrai que c'est un processus qui est long, c'est un chemin qui est quand même conséquent. Et comme tu le dis, il y a cette notion de ajuster aussi finalement son objectif parce que en général en triathlon c'est ça qui est dur, tu vois, le marathon, tu prends des marathons assez typiques, tu vois, je compare à ça parce que les gens disent voilà je vais faire moins de 4 heures, moins de X heures et ça parle quand même un petit peu en fonction du dénivelé de la course. Mais là dans un triathlon, toi, quand un athlète soit s'inscrit sur iDo, soit te contacte pour du coaching, finalement comment tu juges cette notion de, on va dire, d'objectif pour le premier 73? En fait, il y a aussi un gros travail d'analyse de l'objectif, en effet, et de l'ambition, et de tout ce l'athlète va être capable de mettre en place à l'entraînement. Et en fonction de ça, on calibre en fait l'objectif précis, un peu en fonction de la préparation. Okay. Et donc, au départ, on est sur un discours plus ou moins cohérent, mais bon, on va dire qu'il est cohérent. J'ai 6 mois devant moi, j'ai déjà fait des triathlons SM et je veux faire un triathlon L, Royal. J'ai, on va dire, un peu moins de 8-10 heures d'entraînement par semaine. Ok, super. Donc on est sur un contexte vraiment idéal. Maintenant, mon objectif, c'est tel temps. Ou alors finisher. Et là, en fait, ça change tout. Et ouais. Parce que en fait, il faut être capable de se dire pourquoi est-ce que tu veux faire tel temps, qu'est-ce qui te fait dire ça. Ok, on a fait des tests, donc ok, on affine un peu après les tests. Maintenant, je sais pourquoi tu veux faire tel temps et moi, je trouve que c'est cohérent. Par contre, il peut se passer pas mal de choses sur cette course. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir des bosses, on peut être un petit peu gêné en natation, il peut faire chaud. Et tout ça, c'est des contextes de course qui font que le temps total, il va être peut-être un petit peu allongé. Okay. Ou à l'inverse, la natation, elle a été un petit peu raccourcie, il y a du courant, ou il n'y a pas du tout de vent, la température est idéale. Et là, du coup, c'est vrai que ça donne un objectif plutôt un peu meilleur que ce qu'on s'était fixé. Et la stratégie par rapport à ça, c'est de se donner un peu une fourchette d'objectifs. Okay. Un objectif plutôt optimiste. On va se dire, ok, si tout se passe bien, la prépa, elle se passe bien. Je mets tout ce qu'il faut en place. J'écoute mon coach. J'ai le bon matos. Tous les petits plats sont dans les grands. Le jour de la course, il fait beau. Je ne suis pas stressé. Ok, je vise ça parce que en fonction de tout ce que j'ai fait à l'entraînement, j'imagine que je suis capable de faire ça. Par contre, si la prépa se passe un petit peu moins bien, si le jour de la course, ceci, cela, j'aimerais bien quand même arriver à faire cet objectif-là de temps. Ah, c'est vrai que c'est toute une question d'allure et de zone, sujet qu'on va vraiment traiter en profondeur, mais c'est vrai que c'est assez complexe parce que même des fois on se compare à l'année d'avant, mais le parcours il va changer. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent aborder et influencer le temps finalement, quoi. Ouais, et se fixer une fourchette d'objectifs aussi, je trouve qu'avant un objectif, avant une compète, ça permet d'être un peu plus détendu et de se dire, je me laisse un petit peu le droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire que le jour de la course, je vais faire mon feignant et je ne vais pas me donner à fond. De toute façon, le jour de la course, on va se donner à fond. Mais au moins, on a un objectif optimiste et on se dit, ça nous motive, ça nous tire vers le haut. On va aller chercher l'énergie un peu supplémentaire, l'investissement supplémentaire à la fin de la course. Et on a aussi un objectif pessimiste, ce qui fait qu'avant la course, on n'est pas sur uniquement un point précis de performance. Et on se dit, ok, ça peut être aussi pour les pros, pareil. Ouais. Je vise la gagne. Ok, moi aussi, je veux être champion olympique, il n'y a pas de problème. Et je me suis entraîné pour, et normalement, j'ai les moyens de le faire.
Après, il y a un tel qui est là, cette course, voilà, la préparation, là, j'ai un petit peu une blessure, ok. Je suis peut-être pas vraiment comme je l'avais espéré. Donc, si je fais podium ou si je fais top 10, pour un amateur, peut-être que ça va être, je veux faire moins de 7 heures. Puis, voilà, on se donne une petite fourchette et ça permet d'être plus détendu. Mais le sentiment d'accomplissement à la fin, il sera toujours le même et on sera toujours hyper motivé pendant la course, quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est vrai qu'on voit que le 73, c'est quand même un effort qui demande beaucoup on va dire, on l'a bien vu, de ressources, d'engagement. Pour vraiment, on va dire, résumer cette partie-là, on a dit règle 1, progressivité, équilibre entre les disciplines, spécificité de l'entraînement, importance de la récupération, et la partie test. Et toi, je sens que tu en as une bonus, non? Tu n'en as pas une que tu veux nous Moi, rajouter où tu j'en dis ai 15 des règles supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y avait? Si, bah ouais, le jour de la course, il y a l'aspect mental aussi. ouais, Quand même, la gestion du stress, l'imagerie un petit peu mentale, se refaire un peu le schéma de la course pour visualiser en fait tout l'événement. La respiration aussi, hein, tout ça c'est dans la partie mentale. La règle d'or, ça va être de mettre en place une petite routine qui est la visualisation du parcours, la visualisation aussi du parcours dans le parc à vélo, des actions qu'il va falloir mettre en place du début de la course jusqu'à la fin. La respiration un petit peu avant la course aussi pour la gestion du stress, la cohérence cardiaque, voilà, plein de petits outils comme ça qui sont intéressants. Bien souffler, ça peut être aussi pendant la course, hein, ouais. la gestion du stress à un moment donné, quand on n'est pas tout à fait dans ce qu'on espérait, on commence à se disperser, se déconcentrer. Et donc là, la respiration, elle permet de déstresser, notamment en natation, par exemple, quand on est un petit peu gêné par les autres. Donc l'aspect mental, ça peut être une règle aussi, mais finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop d'outils. Hein. Il suffit de un peu de méditation, la respi, relaxation, visualisation. Et puis après, une fois en course, C'est il faut parti. aussi débrancher un peu le cerveau, laisser parler l'artiste qui est en soi. De toute façon, en gros, on a plein d'outils pour gérer son allure, la gestion de l'allure qui est importante, hein, mais il faut aussi se faire plaisir et à un moment, faut être capable de déconnecter et profiter un peu de l'instant présent. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Fred, pour cet épisode. Merci aux équipes d'Adiou qui m'accompagnent dans le cadre de cette saison. J'espère vraiment que ces épisodes ils vous plaisent, que vous avez envie d'aller encore plus loin sur cette prépa 73. Il reste encore 3 épisodes pour aller chercher des sujets clés, comme par exemple la nutrition qu'on avait traité ensemble. Donc on vous met tout ça en description et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!